Alors, voici quelques conseils sur la diffusion d'emailing et les techniques d'insertion d'images et leur impact en termes de spam. Donc, est-ce que si j'envoie de l'emailing et que j'utilise telle ou telle technique pour insérer mes images, pour construire le mail, d'une part, globalement, comment est-ce qu'il va s'afficher? Et d'autre part, est-ce que je vais être considéré comme spammer? Combien de temps je vais pouvoir envoyer mes emails? Et est-ce que mes campagnes vont être durables? Euh, donc voici à l'écran sur Outlook 7, 2007 pardon, euh, une sélection de quelques emailings envoyés par différentes sociétés et prestataires. Donc selon leur technique et selon leur façon de réaliser leurs emailing, eh ben, ils ont été plus ou moins durables. Donc là, on a des mails qui ont été envoyés sur l'année 2013, par exemple, donc de début 2013 jusqu'à fin 2014. Et en fait, fin 2014, ne sont restés que les diffuseurs qui ont été considérés comme les plus sérieux par les relais de diffusion d'emails et les différents blocages, les différents points de contrôle qui les considèrent comme spammers ou non spammers. Et donc, et ben à l'arrivée, on a finalement une représentation assez large des différentes techniques qui peuvent être utilisées. Donc, pour un emailing et pour prendre le moins de risques possible, évidemment, euh, on peut se contenter d'envoyer des emails les plus légers possibles et sans images. Donc c'est le cas ici. On est sur un mail alors qui est pas très agréable à regarder, avec une mise en forme qui est vraiment minimaliste. En revanche, ce diffuseur-là, eh ben, aujourd'hui encore, il est considéré comme un diffuseur tout à fait de confiance et il ne passe pas dans les spams. Donc là, on est sur un mail de taille légère, de poids léger, et on reçoit tout à fait ces mails-là. On peut les consulter en ligne ou hors ligne, enfin en connexion ou hors connexion Internet. Euh, et donc, ils sont tout à fait fonctionnels avec des liens, avec une description. En revanche, évidemment, la mise en page et l'aspect marketing, l'impact marketing, moi, me paraît assez limité. Voilà, l'impact visuel est peut-être pas génial. On a dans ceux qui réussissent bien aussi, on a donc des gens qui utilisent des images embarquées. C'est le cas par exemple de cet organisme de formation. Donc ils font de l'emailing avec de l'image embarquée. Ils arrivent à contenir le poids global du mail qui reste à un poids relativement acceptable. Alors que donc le mail comporte des images. Les images ont été optimisées, compressées pour alléger au mieux le mail. Et en tout cas sur Outlook, et dans la chaîne de réception, il est passé par Gmail, cet email-là, on voit qu'il n'a pas été bloqué, qu'il n'est pas considéré comme du spam, bien qu'il comporte des images embarquées. Il est considéré comme un diffuseur de confiance. Et puis, on a évidemment, donc là c'est un organisme, une institution d'une certaine façon, qui utilise là des images distantes, donc avec un poids qui est intéressant. Une mise en forme par contre qui, à mon avis, est pas des plus intelligentes, puisque si on est sur une boîte de messagerie ou sur Outlook, hein, y compris, et que les images ne sont pas affichées par défaut, bah, on se rend compte que, en tout cas pour la zone d'Outlook, on a une zone d'affichage dans laquelle les images bah, enlèvent quasiment tout le contenu. Donc là, je me mets hors connexion. Si je reviens sur ce mail-là, voilà. Voilà ce que j'ai quand les images par défaut sont désactivées ou lorsque je suis hors connexion. On n'a quasiment plus rien comme information dans cet email. Alors que d'autres, c'est le cas de Google par exemple, utilisent des images distantes, mais
même lorsqu'on est hors ligne, quand les images sont désactivées par défaut, on conserve un mail qui est très bien mis en forme et avec un contenu qui, même sur une zone restreinte, affiche les éléments les plus importants. Donc là, vraiment, la mise en page, la mise en forme, là on est sur un mail Google, je pense qu'ils ont la bonne utilisation de l'emailing, c'est-à-dire des images qui ne sont pas très nombreuses. Je crois qu'il y a 2 images dans ce mail-là. Voilà, une autre ici. Alors là, par contre, c'est peut-être pas terrible parce qu'ils ont mis je pense que c'est un bouton de validation qui n'apparaît pas quand les images ne sont pas chargées par défaut. Donc là, leur bouton, il n'est pas terrible. Je vais revenir dessus. Ouais, en fait, c'était des icônes. D'accord. Ah non, c'est bien un bouton. Donc là, le bouton, il vaut mieux le mettre en style format CSS pour qu'il puisse s'afficher en connexion ou hors connexion. Et qu'il puisse s'afficher également si les images ne sont pas affichées par défaut sur sa boîte de messagerie. Mais la mise en forme reste quand même intéressante avec donc une information qui est délivrée et qui est bien mise en page, y compris si les images sont absentes. On a un poids qui est correct. Alors en revanche, les diffuseurs qui ont au fil du temps qui sont passés en spam, on a par exemple cet organisme de formation. La critique qu'on peut faire sur les mailings qu'ils envoient, c'est qu'il y a beaucoup d'images distantes, qui d'ailleurs posent problème à l'affichage, puisqu'on est sur un affichage assez aléatoire, avec des images qui s'affichent, comme celle-ci, et d'autres images qui ne s'affichent pas, comme celle-là, qui est absente, ou certaines puces également. Et donc eux, au fil du temps, ils ont été considérés comme spammers. Alors, pour passer en mode spammer, ça s'explique pas forcément uniquement par le contenu du mail. Il y a aussi voir comment ils utilisent leur liste de diffusion, à quel rythme, est-ce que ce sont des bases nettoyées, etc. Mais y compris dans le contenu de leur mail, on voit qu'il y a quand même certains problèmes qui peut amener à penser que le mail devrait être considéré comme du spam. Et puis on a évidemment des gens qui ont fait des grosses erreurs, c'est le cas de ce diffuseur qui a envoyé un mail très lourd, donc 1 méga, parce que son mail comporte des images embarquées qui n'ont pas été optimisées, donc qui restent très lourdes. Alors elles sont de belle qualité, mais elles sont très lourdes. Et donc eux, 2013, la mi-2013, ils envoyaient encore du emailing, et puis ils sont très probablement passés dans la case spammer, parce que évidemment un mail qui est très très lourd, ça va être sujet à suspicion de la part des antivirus, de la part des relais d'email, et ils vont considérer qu'un mail qui est lourd peut contenir statistiquement plus de virus qu'un mail léger, et donc eux n'ont pas pu continuer leur diffusion très longtemps. C'est le cas également d'eux qui sont sur un poids lourd, alors plus modeste qu'un méga, mais qui reste un poids quand même assez lourd. Et là, sur la diffusion de ce type de mail, là encore, ils ont pu le faire jusqu'à fin 2013 et 2014. Là, ils ont probablement eu des problèmes de diffusion, qui les amènent à être considérés comme spammers. Alors ensuite, il y a d'autres techniques qui permettent d'éviter d'être considérés comme spammers. C'est l'utilisation de prestataires spécialisés. C'est le cas évidemment de cette chambre de commerce par exemple, qui, si j'affiche le mail et que... alors où est-ce que je vais trouver ça? C'est pas dans les propriétés. Ça va être peut-être dans les messages header, non même pas. Je vais voir où est-ce que je peux trouver ces informations. Dans l'information de la... peut-être là-dedans. Ouais, message option. Voilà, dans la chaîne de transmission de ce mail, on va voir apparaître en fait des spécialistes du emailing. Donc là, on va trouver postanova.com.
En fait, la chambre de commerce n'envoie pas ses emails, ne fait pas ses campagnes d'emailing à partir de ses propres adresses. Elle passe par un prestataire spécialisé. Et si je vais chez Postanova, on va voir que c'est un prestataire qui est spécialiste de l'emailing, avec des versions responsives, etc. Et du coup, l'intérêt de passer par ces prestataires spécialisés, c'est que même si les mails de la CCI finissent par éveiller les blocages ou le passage en spam par les différents prestataires de services, eh bien, son prestataire spécialisé Postanova va mettre en place des solutions pour, par exemple, changer le serveur d'envoi de mail, modifier ses adresses IP d'envoi, modifier ses adresses mail de référence, etc. Et donc, du coup, elle va leur permettre de continuer à envoyer de l'emailing, y compris si à un moment donné, ils ont été considérés comme spammers. Donc, bon, les sociétés sérieuses évitent ce genre de problème, mais il faut savoir que ça peut arriver. Voilà, une adresse IP éventuellement qui pourrait passer comme adresse IP spammante, elle pourrait être modifiée par Postanova. Ou bien une adresse mail, on va voir par qui c'est envoyé très concrètement. L'adresse mail est envoyée, l'origine, voilà, c'est... Alors ça c'est le renvoi en cas d'erreur. Voilà, ce serait eux, a priori, voilà, ip32.novius.net, donc ce serait eux l'expéditeur. Cette adresse-là, elle pourrait être considérée comme spammante à un moment donné, avec l'adresse IP également, et Postanova sera en mesure de le faire varier, ce qui n'est pas le cas si on utilise ses propres adresses mail avec son propre serveur de mail. Mais on voit que, c'est le cas je crois de Formatique d'ailleurs, on voit que d'autres utilisent leurs propres adresses email avec leur propre serveur de mail, et malgré tout passe très bien. Voilà, on voit l'expéditeur qui est... donc là on voit l'adresse IP, non ça c'est un relais, pardon. Voilà, il est reçu donc du serveur formatique2000.net avec une adresse IP qui correspond à leur serveur réel, quoi, qui fait fonctionner le site web, etc. Ils utilisent leur propre adresse email. Où est-ce qu'on va la trouver cette adresse? Saved from. Voilà, en fait, ils font pas apparaître leur adresse mail, mais ils utilisent leur propre serveur, donc avec une adresse mail liée. Voilà, on l'a ici. serviceformation@formatique2000.net. Donc eux passent par leur propre solution, et pourtant ils ont une délivrabilité qui est bonne, puisque moi je reçois leur mail et il a été passé par la passoire de Gmail. Donc finalement, en étant sérieux sur son envoi d'email, on voit que les mails ont de bonnes chances de passer les filtres anti-spam. Et puis évidemment, il faut faire attention aux mots qu'on utilise dans ces emails, éviter les mots qui peuvent amener à éveiller des soupçons de la part des antivirus. Il faut faire attention aux listes de diffusion qu'on utilise. Est-ce que dans ces listes-là, il n'y a pas des adresses mail qui sont plus utilisées depuis des années, qui vont là aussi éveiller les soupçons des prestataires de boîtes de messagerie, etc., etc.